Je vais aborder l'aspect actualité réglementaire selon 4 points principaux. Dans un premier temps, la mise en place des CEPP, certificats d'économie de produits phytosanitaires. J'irai assez vite sur cette partie. Deuxième point, sur la révision de l'arrêté du 12 septembre 2006, qui a été un enjeu important et une mobilisation des professionnels durant l'année 2016 importante, qui n'est pas encore terminée à mon sens. Et puis après, on abordera la partie plus technique de ces aspects et des enjeux qu'il y a aujourd'hui. L'entretien des sols en vigne, quelle est la situation, où en est-on actuellement. Et puis un point qu'un certain nombre de personnes de la filière attendent depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà, la note technique fongicide 2017, qui a été validée hier soir par la DGL, et donc j'aurai le plaisir de vous présenter en avant-première les grandes lignes de cette nouvelle note technique qui a pour ambition d'essayer d'apporter des recommandations pour limiter le phénomène des résistances aux fongicides. Tout d'abord, les certificats d'économie de produits phytosanitaires ou CEPP. Juste une diapo pour vous rappeler donc, que c'est un système expérimental mis en place par les pouvoirs publics pour une durée de 5 ans, mis en place en juillet 2016, que le principe de base qui a été inscrit dans le cadre du plan Éco-Phyto 2 est d'inclure le distributeur de produits phytosanitaires dans la chaîne de décision et de le mettre au cœur du système, ce qui n'était pas le cas dans le plan Éco-Phyto 1, en vue de réduire l'usage des produits phytosanitaires. Donc le distributeur doit s'engager, et c'est inscrit dans le cadre de la réglementation, à mettre en œuvre des actions pour réduire l'usage des intrants. Ces actions, ce ne sont pas n'importe lesquelles, ce sont des actions qui sont normées et validées par le ministère de l'Agriculture. L'enjeu principal, c'est qu'en fait, il n'y a pas une obligation de résultat en tant que tel sur la quantité de produits vendus par le distributeur à l'échéance des 5 ans d'expérience. Il y a une obligation de mise en œuvre, de promotion. Le problème qui se pose, c'est que derrière, le viticulteur doit être aussi partie prenante de l'approche, puisque à lui d'accepter l'action qui lui est proposée. Si le distributeur demain propose des actions, mais qu'aucun viticulteur ne décide de mettre en œuvre ces actions, le distributeur sera pénalisé. Donc c'est un peu cet enjeu qui pose un petit peu souci aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place un système où le distributeur est au cœur, mais le viticulteur n'est pas associé dans le cadre de la réglementation, et donc il va falloir que sur la base du volontariat, de l'approche partenariale entre le conseiller technique du distributeur et le viticulteur, il y ait une approche cohérente pour qu'il y ait des décisions de prise par le viticulteur. Un point d'actualité très récent, c'est qu'en fait, ce texte, cette ordonnance a été annulée par le Conseil d'État à la fin de l'année 2016 pour un vice de procédure. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est positionné très rapidement sur ce dossier suite à cette annulation et met tout en œuvre pour que le système soit reconduit et revalidé légalement. Et la discussion doit être en cours ces jours-ci à l'Assemblée nationale pour le remettre en forme en éliminant ce vice de procédure qui a été mis en avant. Donc il est clair qu'aujourd'hui le système n'existe plus en tant que tel vu qu'il y a une annulation, mais tout est mis en œuvre par les pouvoirs publics pour faire en sorte que le système puisse redevenir actif très rapidement. Petite incertitude toutefois, puisque rien n'est gagné quand on passe au niveau de l'Assemblée nationale. Mais donc a priori, le système devrait perdurer. Deuxième point que je voulais aborder ce matin, l'enjeu de la révision de l'arrêté du 12 septembre 2006. L'arrêté du 12 septembre 2006, pour un petit rappel, a été abrogé donc, au 7 janvier 2017 suite à un vice de procédure relevé par le Conseil d'État suite à une mobilisation de la Fédération nationale pommes et poires. L'arrêté du 12 septembre avait pour mission d'accompagner pour envisager la protection des cours d'eau, en définissant des règles de gestion des fonds de cuve, en définissant les conditions de traitement force du vent maximum et en définissant les règles de réduction des zones non traitées, qui étaient des zones non traitées pour la protection des cours d'eau. Lors de la révision, le ministère de l'Agriculture a voulu inclure dans le système des règles pour gérer la protection des organismes non cibles, la biodiversité qui peut exister autour des parcelles. Et puis, avec l'évolution actuelle, le ministère de l'Écologie et le ministère de la Santé sont également partie prenante puisque le nouveau arrêté devrait être validé par les 3 ministères, Agriculture, Écologie et Santé. Et le ministère de l'Écologie souhaitait introduire des règles
pour la gestion des protections des citoyens, de tout un chacun. En fait, il y a eu 5-6 mois de discussions, d'échanges entre les professionnels de la filière viticole qui se sont mobilisés fortement pour faire en sorte que les mesures qui seraient incluses dans ce nouvel arrêté ne pénalisent pas la production. Les ONG qui, au contraire, étaient du côté du ministère de l'écologie pour mettre en place les mesures les plus restrictives possibles, et les pouvoirs publics qui étaient avec ces 3 ministères présents. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, il n'y a pas eu d'accord de principe au bout de 5 ou 6 mois, et comme il y a une abrogation qui est en cours, le ministère ne pouvait pas rester sans texte à partir de janvier 2017. Donc à la mi-décembre, le ministère a décidé de remplacer l'ancien arrêté en validant uniquement celui-ci et en n'apportant aucun changement. Donc actuellement, il y a en cours une consultation publique sur le site du ministère sur l'arrêté, à peu de choses près, qui est identique à celui qui existait avant. Par contre, l'enjeu n'est pas fini, puisque depuis janvier 2016, les règles européennes imposent de prendre en compte dans l'évaluation des risques des produits phytosanitaires, les risques pour les organismes nocibles et pour les citoyens. Ce qui veut dire qu'à terme, à court terme même, les prochains produits qui vont obtenir une autorisation de mise sur le marché comporteront des zones non traitées pour les cultures adjacentes, protection de la biodiversité, et des zones non traitées riverains. Donc aujourd'hui, on va se trouver dans une situation où on n'aura pas de mesures de réduction de ces ZNT. Donc l'enjeu de 2017 et 2018, c'est quand même de continuer la discussion avec les pouvoirs publics pour être en mesure d'apporter des règles de réduction des ZNT comme elles existent aujourd'hui dans le cadre des ZNT eau, pour qu'elles soient harmonisées entre les différentes ZNT qui vont exister demain et qu'elles soient compatibles surtout avec la pratique viticole et qu'on ne crée pas des approches qui fassent que on ne peut pas, et le viticulteur ne soit pas en mesure de respecter la réglementation. L'entretien des sols en vigne, donc un point plus technique, on est quand même sur des enjeux importants également ici, puisqu'on a de plus en plus de produits qui sont en situation un peu instable. La flumioxazine, donc matière active composant le pledge, qui est une attente de décision quant à son maintien avec une échéance au 30 juin 2017. Le glyphosate, en 2016, une actualité importante également au printemps 2016, puisque le glyphosate était passé dans le cadre du renouvellement de son autorisation au niveau européen. Et la France, dans le cadre du vote qui a eu lieu le 30 juin 2016, s'est opposée au renouvellement de l'autorisation. Donc un point politique, une position politique de la France très forte, s'opposant au renouvellement du glyphosate. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu d'accord au niveau européen, le vote a été reporté au 31 décembre 2017, donc un enjeu encore en 2017 à venir, qui attend l'évaluation d'un rapport d'une instance indépendante, l'ECA, au niveau européen, qui doit se statuer sur le risque cancérogène ou non du glyphosate. En fonction de cette étude, le vote sera à nouveau renouvelé. Donc, enjeu important à venir sur le glyphosate. Par rapport aux entrées des sols, sur la partie herbicide proprement dit, on est quand même sur des résistances qui sont toujours d'actualité. Le glyphosate connu, Érigéron et Régra principalement, je ne dis pas que c'est généralisé, mais on peut rencontrer ce genre de situation qui peut poser problème. Et puis pour le flazosulfuron, le sénesson qui a été identifié il y a 3 ou 4 ans, et une nouveauté cette année, puisque identification d'un cas avéré dans le sud-est des résistances du flazosulfuron, de l'Érigéron au flazosulfuron, pardon. Donc, nouvel enjeu aussi pour demain de cette matière active qui est quand même très utilisée en herbicide de préémergence, où on voit apparaître un cas de résistance sur une espèce qui pour le moment était parfaitement contrôlée par cette matière active. Dernier point, les nouveautés herbicides aussi sont de plus en plus restreintes dans le cadre de leurs AMM. Si on prend l'évolution, vous aviez en 2014 des homologations qui sont sur des produits à base de flazosulfuron où il y avait indiqué un usage sous le rang de vigne, sans précision, mais qui sous-entendu était 50% de la surface. Les nouveaux produits qui sont en cours d'homologation ou qui ont été homologués en 2016 voient leur autorisation de usage sous le rang de vigne toujours, mais avec une précision sur la largeur et le pourcentage de la surface qui doit être représenté par ce dessous de rang de vigne. L'un est basé sur 40% et un projet en cours apparemment sortirait sur une base de 30% maximum de la surface. Donc là encore, pression forte et contrainte forte pour le viticulteur sur l'usage des herbicides. Dans ce contexte, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres solutions que demain réfléchir individuellement au niveau des exploitations et collectivement pour faire en sorte qu'on arrive à développer une viticulture sans herbicides. Plus on s'y prendra tôt, plus on sera en mesure de répondre à cet enjeu. Dernier point de ma présentation, donc la note technique nationale.
Donc une note technique qui a beaucoup évolué cette année, vous le verrez, elle doit être mise en ligne dès ce matin sur les différents et circularisée ce matin. D'une part, un premier point, c'est qu'il y a eu un accord de l'ensemble des rédacteurs pour rencontrer individuellement les firmes phytosanitaires et partager sur les connaissances des uns et des autres sur les résistances des fongicides. Et deuxième point, on a cherché à apporter une certaine forme de cohérence dans les recommandations en tenant compte de deux niveaux de gestion au niveau de la résistance. Les matières actives sur lesquelles on était dans une situation où on cherchait à gérer l'apparition de la résistance et les matières actives pour lesquelles on était dans une situation de résistance à identifier et on cherchait à gérer l'efficacité des matières actives. Donc en fait, les nouveaux tableaux que vous allez voir apparaître comprennent ces 5 colonnes ici, donc le groupe chimique, la molécule présente, le mécanisme de résistance qui est identifié ou non, la fréquence de la résistance qui est rencontrée, la situation de la résistance sur le terrain en termes d'impact sur l'efficacité des matières actives, et une dernière colonne représentant la recommandation. Très rapidement, donc sur la notion de fréquence de résistance, en gros, il y a 4 catégories qui ont été mises en avant: non détectées, fréquence de résistance faible, fréquence de résistance faible en moyenne, ou fréquence de résistance élevée. Deuxième niveau, l'efficacité sur le terrain, 3 grandes classes mises en avant: aucune baisse d'efficacité, efficacité souvent insuffisante, ou baisse d'efficacité constatée. Tenant compte de cette fréquence de résistance et de cette efficacité au terrain pour chaque mode d'action, des recommandations donc, ont été posées sur la gestion de l'apparition de résistance dans les situations où on était en situation de faible fréquence ou de faible à moyenne fréquence de la résistance. Dans les situations élevées, toujours en tenant compte s'il y avait une baisse d'efficacité ou non, s'il a été avéré ou pas encore à l'heure actuelle, des recommandations qui ont été posées pour la gestion de l'efficacité des spécialités commerciales. Il en résulte ici pour le mildiou, ce que j'ai mis en rouge correspond des réductions d'utilisation des matières actives par rapport à ce qui existait jusqu'à présent dans la recommandation. Ce que j'ai mis en vert correspond à des améliorations par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Donc pour le simoxanil, nous avons pris une position, alors qu'actuellement aucune restriction n'était mentionnée sur la recommandation, une restriction du nombre d'applications de matières actives à base de simoxanil du fait d'une résistance assez fréquente et baisse d'efficacité qui pouvait être constatée dans certaines situations. Pour les CA, qui est une matière active sur laquelle la résistance est très fortement présente au vignoble, on est plus dans une logique de gestion de l'efficacité et on est parti sur une approche plutôt de 2 applications non consécutives, maximum, alors qu'il n'était que de 1 jusqu'à présent, et c'est le même cas pour les anilides sur le marché. Enfin, pour un groupe un peu particulier qui est les QOSI et les QI, qui sont 2 groupes chimiques différents à mode d'action différentes, mais qui ont une forme de mode de résistance identique pour partie. On a regroupé ces 2 modes d'action, donc améthoctradine pour les QOSI, cyazosamide et amisubron pour les QI, dans une seule même façon de gérer la résistance, en recommandant uniquement 2 applications maximum non consécutives de ces 3 matières actives. Pour les odiums, les principales évolutions sont liées au triazole, où on a proposé une recommandation de ne appliquer qu'une seule fois chacune des matières actives triazole, puisqu'elles sont très nombreuses, il y a au moins 4 ou 5 possibilités de triazole, de substances à base de triazole, donc on recommande une seule application par type de substance. Et pour les SDHI, de la même manière, on est parti sur une recommandation d'une seule application maximum par groupe chimique, puisqu'il existe différents types de SDHI sur le marché actuellement. Je vous remercie.